Chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices des programmes du Studio Kalangu, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le Forum de la presse. Le Forum de la presse, pour rappel, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la presse de cette semaine, d'abord l'incendie dans une école au quartier Pays-Bas de Niamey, mardi 13 avril 2021 dernier. Les témoins sur place parlent de 22 personnes retrouvées mortes, brûlées, dont 20 enfants de très bas âge, ainsi que de plusieurs classes en paillotes parties en feu. Sur un autre plan, la Cour des comptes a procédé mardi dernier à la publication de son rapport général public au titre de l'année 2020. Selon le premier président de la Cour, le contrôle a révélé des anomalies majeures, dont des insuffisances relevées au niveau des comptes annuels des partis politiques et des déclarations des biens pour des personnes assujetties. Enfin, sur le plan sanitaire, à l'instar des autres pays du monde, le Niger a entamé la première phase de la vaccination contre la COVID-19. Terminée pour Niamey, elle s'est poursuivie à l'intérieur du pays. Et puis cette année, le pèlerinage et la Umrah, le Hajj et la Umrah sont conditionnés par les autorités saoudiennes à la vaccination préalable des pèlerins contre COVID-19. Restez avec nous dans un instant, le développement de tous ces points avec nos confrères. El Hadj Mohamedou Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Arimi Abba Kiari, journaliste indépendant. Et Hussein Issa, journaliste indépendant également. Merci à tous d'avoir accepté notre rendez-vous. À la présentation, je suis Alassane Kouzi Mohamedou. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum de la presse de ce vendredi 13 avril 2021. Je le disais en titre, un incendie d'une grande ampleur s'est déclaré dans des classes en paillotes dans une école située au quartier Pays-Bas de Niamey, mardi 13 avril 2021 dernier. Cet incendie a causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Selon les témoins, sur place, environ 22 personnes sont retrouvées mortes brûlées, parmi lesquelles 20 enfants de bas âge. À ce sujet, je vous propose de suivre la réaction de M. Djibril Abdraman Samba, il est le chef du quartier Pays-Bas, au micro de notre reporter Asmana China. Famille bore kan tegsira sombi irga mila son dai zanka kan iddi de buko kai di zanka waran kan iddi kap kolo wa sorro hin zane ka goto sorro hin zan tifo amma amon bai ga hasaru berite kala bi kana hasaru lalo ne wudu mute kan mon bai gite banyo mai ba sorro follon bum moda le kolo fonda mon na go fonda wo sin tali kulu mu cece de ga sambu e kan na amate mar kalle kolo kulgo te kai ga sikrize guna aran di markan class wone goda dole kalini tanda dala tanda wonte gwamnati kaga noru dan zan kai mu chode to ndi woni akul koy fimi akul koy banzano kam mun tikan fundi mo yega fun koy ni. Voilà, vous venez de suivre la Djibril Abdraman Samba, chef de quartier Pays-Bas, au micro de notre reporter Asmana China. Alors, Hussein Issa, quelle réaction ou commentaire vous suscite cette tragédie? 20 enfants morts brûlés vifs dans les classes. J'ai été hier, pratiquement hier, j'étais là-bas. J'ai discuté avec le directeur de l'école. J'ai discuté avec des parents qui ont perdu leurs enfants. C'est vraiment pénible, c'est pénible. Je commence par présenter mes condoléances, que Dieu leur âme. Et quand on m'a raconté un peu comment les choses se sont passées, je me suis dit que bon, vraiment, il y avait très peu de chances et que ces enfants-là puissent s'en sortir. Heureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ont pu s'en sortir. Mais ça dénote simplement d'une chose, c'est que la banalisation de l'école. Parce que je me rappelle quand le système actuel est venu aux affaires, ils ont promis que l'école, en tout cas les classes en période, ils vont mettre fin avant la fin du deuxième mandat. Malheureusement, ça dénote tout simplement que c'était juste une promesse sans lendemain. Aujourd'hui, à Niamey, il y a beaucoup d'écoles où c'est des classes en période. Et moi, je considère que c'est un problème de volonté.
c'est un problème de volonté parce que les conditions dans lesquelles les enfants étudient dans ces classes en PAD, ce n'est pas des conditions idoines pour créer, en tout cas pour créer la stimulation, pour faire des enfants qui ont véritablement besoin d'étudier. Et par rapport au drame, quand j'y étais, quand j'ai vu, parce qu'il y a des bonnes volontés qui sont en train de venir présenter les condoléances, aussi bien des autorités politiques que comme on avait dit, des acteurs associatifs pour présenter leurs condoléances aux victimes. Mais il faut essayer de mettre fin à cela. Quand le directeur m'a expliqué que l'école compte 2300 élèves, 2300 élèves, et c'est une école qui est bâtie sur à peine 800 mètres carrés. Imaginez un peu le confinement dans lequel se trouvent ces enfants. Et vous avez vu l'école qui a pris feu, les hangars, c'était 25 hangars, classe en hangar, en paillote. Les 25 hangars, c'était dans une ruelle, la rue. C'est dans la rue, de part et d'autre de la rue. Il y avait juste un passage, un petit passage. Pratiquement, ça veut dire que, aussi. Mais bien évidemment, il n'y avait pas de, comment on veut dire, il n'y a pas de mur d'enceinte. Il n'y a pas de mur d'enceinte, c'est dans le couloir, la voie que les hangars ont été construits. Et c'est dans ces hangars-là que ces enfants étudient. Et quand le directeur m'a expliqué qu'une première fois, en 2018 déjà, des classes en parotte, parce qu'à l'époque, il m'a dit les classes étaient construites à l'intérieur, même l'enceinte à l'intérieur. Au mois d'octobre 2018, les classes ont pris feu. Les classes en parotte ont cramé. Ils ont reconstruit les classes là. Au bout de 3 mois, ça veut dire le mois de mars 2019, le même scénario. Et c'est ça qui a poussé. En une année, il y a eu déjà ces 2 ans. En une année scolaire, oui. En une année scolaire. Et c'est ça qui a suscité les autorités de l'école, plus les gens du quartier, à vouloir un peu décongestionner l'école et puis mettre les classes dans la rue là. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose. Et pratiquement, c'est encore plus dramatique. C'est à quoi on a assisté, comme on avait dit avant-hier. Arimaba, quelle réaction? Mais écoute, comme l'a fait Hussein, je présente d'abord mes condoléances vraiment aux familles, mais aussi à tout le peuple nigérien, parce que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Et ça vient montrer à la face du monde où est-ce que l'école nigérienne s'est rendue. On nous a dit tellement de choses, des investissements, des réalisations en faveur de l'école nigérienne, qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il n'en est rien absolument. L'école, c'est ce qui a fait tout le monde. Sans l'école, je sais que vraiment beaucoup ne seraient pas là où ils sont. Et on veut toujours avancer que non, on a beaucoup d'enfants, démographique, transition démographique, ceci, cela. Mais écoute, ce sont les enfants. S'il le faut, le budget de l'école doit pouvoir dépasser le budget de toute autre chose. Ça montre tout simplement cette situation, ce qui est arrivé avant-hier, montre tout simplement que l'école n'est pas une priorité. Imaginez l'école depuis qu'à un certain moment, il y en a qui avancent cet argument comme quoi ce n'est pas une priorité. Justement, c'est la preuve que ce n'est pas une priorité. Sinon, Niamey c'est la capitale encore. Et loin des yeux, loin des télévisions, il faut imaginer ce qui est en train de se passer. On a déjà vu des images où les gens sont en train de prendre cours sur des sacs de maïs et sous des arbres. Donc, et à Niamey même, j'aurais appris que ces hangars, il y en a, parfois, il y en a qui comptent 130 élèves assis à même le sol. C'est pour apprendre quoi? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire les choses pour faire. Il faut que l'école soit une priorité. C'est le gage de notre indépendance, de tout ce qu'on veut construire pour ce pays-là. Celui qui n'investit pas dans l'école, heureusement, on a entendu les nouvelles autorités dire que l'école, c'est leur priorité. Eh bien, la priorité commence par le cadre de travail. Ce cadre de travail, il faut en finir avec les hangars. Hier seulement, j'ai appris qu'une autre école a pris peu. Il semble bien vers le quartier heureusement, c'est des grands qui sont là-dedans. Ils ont mis le coup de pied, ils ont défait les paillotes, ils sont partis. Mais les enfants ne peuvent pas le faire. Voilà, d'accord. Et là, Suleiman Mahamadou, alors, vous, quel est votre commentaire? Merci bien. Comme mes autres confrères,
je voudrais saluer justement la mémoire. En tout cas, une pensée pour ces jeunes, ces enfants, en tout cas, qu'on a perdus très jeunes. En tout cas, toute la nation, c'est l'émotion. En tout cas, on a suivi différentes réactions des autorités, des simples citoyens. À travers les réseaux sociaux, en tout cas, tout le monde s'est exprimé comme d'habitude. Donc, quand il y a des situations comme ça, c'est un drame, c'est une vraie catastrophe, en tout cas, pour le pays. Perdre 22 enfants, en tout cas, dans ces conditions. Il y a quelques questions qu'il faut se poser. Comment se fait-il que c'est seulement les plus jeunes qui ont perdu la vie? Ceux qui sont un peu plus... Les enseignants, tout le monde a pu s'échapper. C'est ce qui amène justement à se poser la question, les circonstances du drame. Ce feu, comment se fait-il qu'il n'a pas permis aux enfants, en tout cas, d'habitude, en tout cas, m'a dit un enseignant, quand il y a des situations comme ça, la majorité, en tout cas, Hussein l'a dit, effectivement, la majorité s'est échappée. En principe, il semble que ceux qui se sont échappés sont des enfants un peu plus grands. Un peu plus grands, qui ont pu peut-être défoncer les paillotes. Bref, il y a beaucoup de questions. Ce qui fait que véritablement, il va falloir donc aussi investiguer, comme l'a suggéré le Premier ministre, sur les vraies circonstances de ce drame. Un autre aspect, c'est que aussi comment, par exemple, l'administration a autorisé. Je veux dire que normalement, il y a un inspecteur, en tout cas, qui s'occupe de la région, qui a autorisé la création de cette école dans des conditions, comme on l'a dit, en tout cas pas appropriées. Donc, effectivement, dans la quête, dans le souci, en tout cas, d'établir les responsabilités, il faut aussi qu'on arrive à expliquer véritablement comment on est arrivé à une telle décision. Et un autre élément, c'est que aussi... on a vu franchement tout le monde, en tout cas c'est plus jamais des classes en paillotte. C'est aussi ça l'autre vrai débat. L'État est censé effectivement doter le pays, tout le pays, avec les moyens. Effectivement, c'est gênant que la capitale effectivement puisse avoir des classes en paillotte, mais est-ce que au fond, par un décret, on peut avancer, on peut en fait, je veux dire que transcender cette question. Donc c'est pourquoi il faut être réaliste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'on amène un clin d'œil, on peut régler le problème? La vérité, c'est que chaque année, notre pays se trouve confronté à avoir 500 à 800 000 élèves qu'il faut envoyer à l'école. Donc c'est pas des questions qu'on peut régler par un coup de baguette magique. C'est aussi cela. Moi, je suis d'accord qu'il faut mettre les moyens conséquents au niveau du budget pour qu'effectivement qu'on puisse inverser la tendance, mais je ne suis pas sûr que ça pourrait se régler dans 1, 2, 3 ans. Donc moi je suis en train de dire que ne pas céder souvent au populisme, de considérer que tout est facile. L'État est tenu justement de faire, par exemple, face à la question sécuritaire. On a l'impression qu'en réalité, on va voir véritablement. Le président actuel a dit que c'est sa priorité, la question de l'école. Donc on pense qu'on va voir effectivement comme on dit, ce qui est arrivé là, en tout cas a touché, l'a indiqué véritablement là où il faut agir. Donc cela veut dire que si c'est possible, si l'État a les moyens effectivement de faire en sorte que plus de paillotes, pas seulement à Niamey, on va voir. Mais il y a par exemple les solutions qui sont, moi, quand j'ai essayé en tout cas de comprendre, j'ai discuté avec les gens qui gèrent l'école. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, c'est que là où ils sont, en tout cas, c'est de réfléchir comment pouvoir faire des classes à moindre coût. Et quelqu'un m'a donné une information très intéressante, par exemple, qu'il faut exploiter. Par exemple, j'aurais appris qu'au temps du Hama Amadou, il a pu trouver en tout cas une classe, qu'on peut construire une classe à 700 000. Donc c'est une expérience en tout cas qu'il faut. En ce moment, on dit qu'une classe en matériaux définitifs, c'est entre 8 000 à 12 millions. Si on peut par exemple aussi de dire que notre argile ici au Niger peut permettre de faire des trucs semi-durs
en tout cas à moins de frais. Donc cela veut dire que véritablement, il va falloir... cette question de paillotes doit être révolue. Mais absolument. Arimi, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Il y a Suleiman qui parlait des Nigériens qui vont contribuer. Écoutez, c'est l'école, c'est de la responsabilité régalienne de l'État. Il est écrit sur notre constitution que jusqu'à 16 ans, l'école est obligatoire pour les enfants nigériens. Donc, si aujourd'hui, ou moi, ou nous tous ici, qui envoie ces enfants dans l'école publique? Ce n'est pas que nous sommes riches. Nous avons fréquenté l'école. Nous nous sommes rendus compte que l'école publique aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, les enfants ont des conditions d'apprentissage très difficiles. On se débrouille, on se casse la tête pour pouvoir envoyer nos enfants dans des écoles privées relativement mieux, n'est-ce pas? Et on ne peut pas demander... Moi, il y a quelques années, au niveau de l'alternative, nous avons organisé un forum citoyen radiophonique sur cette question là où l'incendie est revenu. Pourquoi ils ont préféré qu'il y ait une école dans leur quartier? C'est parce que en traversant l'école pour aller fréquenter à Talagué, des accidents, n'est-ce pas, les enfants étaient régulièrement victimes d'accidents. Donc il fallait avoir une école à côté. Oui, et donc ce n'est pas que les gens ne veulent pas. Non, mais il faut créer les conditions. Ça a été une solution temporaire qui aurait pu être... Tout à fait. Ça a été une solution. Si les gens ne peuvent pas envoyer, qui que ce soit, qui ne peut pas envoyer son enfant dans des meilleures écoles, c'est qu'il ne peut pas. Donc vraiment, on a une population, on dit, à 60% jeunes. Peut-être 50% moins de 15 ans. Et donc des enfants en âge d'aller à l'école. On ne peut pas se réfugier derrière des considérations budgétaires occidentales, n'est-ce pas, là où l'enfant manque, n'est-ce pas, pour se dire qu'on va investir au prorata de leur budget. Non, ça doit être le budget le plus important de l'État. C'est des Nigériens, ces enfants. Hein. Ils ont droit. Moi, ce discours-là, le discours que j'entends, la démographie galopante et tout, moi je dis non, c'est un faux débat. C'est simplement un faux débat. Ces gens qui sont actuellement dans les affaires, aux affaires là, comme me dit ici, il y a un seul dont le père lui a payé une école privée. Souvent, ils viennent des brousses les plus reculées. Les autorités d'antan ont pu créer. Même si c'est des classes en banco, il n'y a pas un seul, je le dis. Peut-être la jeune génération montante qui est arrivée à un certain niveau. Mais sinon, tous, tant qu'ils sont passés par l'école publique. Le problème, c'est un abandon total du système éducatif public. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas une question de manque de moyens. C'est faux. Un État ne doit pas se reposer sur des partenaires. Les partenaires viennent en appui. L'État doit faire l'essentiel. Mais malheureusement, on a comme l'impression que c'est le discours ambiant de l'Occident. Non, vous faites beaucoup d'enfants, ceci, cela. Ça n'a rien à voir, je dis, ça n'a rien à voir. L'argent qu'on a consacré dans des choses inutiles, cet argent-là peut pouvoir permettre de créer les conditions, de mettre les enfants dans des conditions d'études décentes. Ça peut permettre de prendre des enseignants, d'engager des enseignants compétents pour pouvoir former ces enfants-là. Mais malheureusement, comme ce n'est pas un souci pour ces gens, quelque part, les enfants qui sont dans les écoles, là, ce n'est pas leurs enfants. Bon, qui réussissent pas, tant pis. Que la personne... Vous pensez qu'ils n'ont pas ce souci, quand même? Non, je ne pense pas qu'ils aient ce souci. Quand ils sont arrivés, en 2011, le président Youssoupha, ils ont pris l'engagement solennel de mettre fin aux classes en paillotte. C'est un engagement qui a été pris par la construction d'au moins 2500 classes par an. Dès la première année, on a mis fin à la présentation des statistiques. Il y a d'autres circonstances qui sont venues. Mais s'il vous plaît, non. Mais ces circonstances-là, à cause de ces circonstances-là, on doit abandonner des secteurs prioritaires comme l'école? Non. Est-ce que, parce qu'on est en train d'injecter de l'argent, est-ce que ça a permis d'endiguer ce nouveau problème-là? Est-ce que ça a permis, ça fait 5 ans, et quelque part, on pense même que c'est l'enlisement. C'est l'enlisement. On est dans une situation d'enlisement. Vous voulez dire quelque chose? La question de l'école nigérienne, depuis la conférence nationale, c'est des réflexions. Par exemple, la question de la qualité. Je dis encore une fois, c'est la qualité de l'école. Donc, en fait, ce n'est pas seulement les classes. Par exemple, combien de gens ont étudié dans des classes en paillettes? Quand on a de bons enseignants,
importe peu. Aujourd'hui, avec la question de sécurité, effectivement, parce que dans la ville, c'est un problème réel, effectivement, la question de sécurité, lorsqu'on peut prendre en tout cas une telle catastrophe qu'on a vécue. Mais je dis encore, c'est plus profond que ça, la question de l'école. C'est d'abord la qualité lorsqu'on n'a pas des enseignants de bonne qualité. Je me souviens, personnellement, par exemple, on a étudié des classes en période. L'enseignant, parce qu'à l'époque, on a de bons enseignants et qui ont eu la conscience professionnelle. Ils n'ont même pas de week-end. On le voit avec nous en cahier pour nous enseigner le nom des arbres, des fruits. Bien, là, c'est vrai que, franchement, ne pas aussi chercher à hurler avec vraiment le loup. Quand il y a des problèmes, je ne suis pas parce que les gens n'ont pas leurs enfants à l'école. Non, c'est une question de responsabilité. Il me paraît évident que il y a cette question de priorisation. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut qu'un secteur soit dans les priorités pour bénéficier? Chaque régime qui vient va essayer de faire ce qu'il peut. Mais considérer que les gens n'ont pas sauvé, en tout cas, la question de l'école parce qu'il n'y a pas leurs enfants, là, je pense que c'est un peu simple. Bien. Et là, justement, nous avons passé beaucoup de temps sur ce sujet. Rapidement. Le jour où on va dire que dans ce pays, il n'y a plus d'école privée, que chacun n'a qu'à envoyer son enfant à la même école que tout le monde, que les gens des Pays-Bas, l'école sera meilleure. Ça, il n'y a rien à faire. Bien. Nous passons à la deuxième partie de cette émission, qui concerne donc la publication du rapport de la Cour des comptes. Donc, je le disais, la Cour des comptes a procédé mardi dernier à la publication de son rapport général public au titre de l'année 2020. Selon le premier président de la Cour, le contrôle a révélé des anomalies majeures, dont des insuffisances relevées au niveau des comptes, des comptes annuels des partis politiques et des déclarations des biens pour les personnes assujetties. Alors, continuez Arimi Abba. Quels sont les autres aspects, si vous avez parcouru de ces rapports, les autres aspects qui ont retenu, votre attention? Moi, je n'ai pas eu le temps de tout parcourir, mais il faut quand même saisir la balle au bon pour dire que la déclaration des biens, qui est un aspect important de notre système politique, je dirais, là, la Cour a relevé qu'il y a des personnalités qui n'ont jamais déclaré leurs biens. Ils rentrent et sortent du système, n'est-ce pas, sans qu'on ne sache avec quoi ils sont venus. Avec quoi ils repartent. Et ça, je crois que ou c'est de la négligence, ça peut arriver, mais vu que c'est une obligation, normalement, les gens doivent le faire, ou c'est de la mauvaise foi, les gens viennent avec leur idée, ils disent, bon, je ne vous dirai jamais ce que j'ai. En partant, vous ne saurez pas ce que j'ai eu. Et donc, ça, c'est extrêmement grave. Et je pense que l'exemple doit venir de là-haut, normalement. Et on parle également de ces insuffisances au niveau des comptes annuels des partis politiques. Écoute, oui, c'est bien de faire ce travail sur le compte des partis politiques. Mais on sait aussi que dans tous les cas, les fonds occultes sont beaucoup plus important. Qu'est-ce que vous appelez les fonds occultes? Les fonds qui viennent des partenaires des partis politiques, des membres des partis politiques qui font des investissements vraiment mirobolants, je dirais, qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont déclarés ou censés être déclarés au niveau de la Cour de comptes. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est une année électorale. Ça aurait été bien qu'on sache chaque parti, qu'est-ce qu'il a investi, parce qu'on a tendance à dire au Niger aujourd'hui que non, la victoire dans les élections, c'est l'argent qui donne. Donc ceux qui ont mis l'argent, jusqu'à combien il faut investir désormais pour savoir. Est-ce qu'il y avait un plafond? Oui, c'est justement ça le problème chez nous. Il n'y a pas de plafond, alors qu'ailleurs, en France, beaucoup d'hommes politiques sont épinglés parce qu'ils n'ont pas déclaré ou ils sont allés au-delà du plafond. Il y en a qui ont essayé de justifier pour dire qu'ils ont vendu des gardiens et tout de suite, les membres de la Cour leur disent, mais écoutez, il n'y a pas de gardiens à $5 ou à 5 € qui permettent d'avoir des fonds de 8 millions, 10 millions d'euros. Donc ça, c'est déjà très bien et ça permet d'assainir un peu le climat des élections, le climat vraiment démocratique dans notre pays. Mais malheureusement, je crois que c'est peine perdue pour ça pour l'instant. Elhadji Mahamadou Suleiman, quels sont les autres aspects les autres aspects, au-delà de ces deux aspects, c'est des manquements
que la Cour a relevé dans la gestion de l'administration publique de façon générale. Je parle des sociétés d'État où on peut se permettre de se donner des jetons de présence, du carburant dans des conditions opaques. Franchement, sans base légale. Absolument. Franchement, le rapport a révélé beaucoup d'insuffisances, ou bien au niveau des collectivités territoriales, les conseils ne se tiennent pas, il n'y a pas de réunion. Bref, je constate que véritablement ça vaut la peine. Dans tous les cas, pour les partis politiques, ce n'est pas la première fois. La Cour des comptes a révélé des partis politiques et non des moindres qui n'ont aucune comptabilité. Ça, ce n'est pas la première. Par rapport à la déclaration des biens pour les personnalités, des personnalités, là aussi, véritablement, on reste sur sa fin. Parce que tout simplement, en réalité, la Cour constate, bien que je crois qu'ils soient autorisés en tout cas de vérifier jusqu'au fond, en tout cas les déclarations, mais on se rend compte que quand tu déclares que tu as des milliards, on ne va jamais venir te demander comment tu as eu ça. Bref, je pense que c'est un rituel. On s'entend juste à ce que vous dites. C'est un rituel, mais je pense que le vrai débat, c'est au niveau de la provenance des ressources. De financement des partis politiques. Par exemple, quand on est dans une campagne électorale, vous savez, il y a beaucoup, je veux dire, de convoitises, les amis à l'intérieur comme à l'extérieur. Si quelqu'un amène 1 milliard, est-ce qu'on va le déclarer? Donc, vous voyez, on peut vraiment tout simplement que voir quelques aspects, en tout cas peut-être l'opposition des militants, on peut déclarer ça, mais on ne va jamais savoir vraiment la campagne de X ou de Y a coûté combien. Moi, je pense que véritablement, si on veut effectivement un peu assurer une gouvernance vertueuse dans ce domaine, c'est effectivement renforcer les textes, à savoir qu'il y ait aussi des limites que vous ne pouvez pas, par exemple, de l'extérieur percevoir. À partir de tel. En tout cas, normalement, il y a un texte qui en parle. Le problème de Sarkozy, c'est que le projet d'abord, entre autres, était financé par Kadhafi. Aujourd'hui, quand effectivement cette mesure est prise en compte, encore que c'est la presse souvent ou bien des services de renseignement qui arrivent à, en tout cas, lever les lèvres. Donc, des choses peuvent se passer de façon opaque. Parce que tout simplement que ce soit des narcotrafiquants, je veux dire que tout le monde peut amener justement de l'argent à un candidat, mais en réalité, c'est une venue entendue. Il va faire ce qu'il veut et effectivement chercher à conquérir le pouvoir d'État. Donc je pense que c'est au niveau donc, des textes qu'il va falloir être plus précis. Comment, par exemple... Est-ce que la question, elle se trouve vraiment au niveau des textes ou au niveau de la pratique? Non, on dit, par exemple, il n'y a pas de limite. On ne dit pas, par exemple, jusqu'à quel niveau il peut avoir l'argent pour faire la campagne d'un candidat. On n'a pas ça. Alors qu'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou bien en France, c'est vérifié. Dès que vous dépassez, on vous signale qu'effectivement, on va vous sanctionner par rapport à ça. Voilà. Hussein Issa. Moi, quand j'ai suivi un peu, j'ai parcouru aussi le document, j'ai suivi aussi le point de presse, la conférence de presse qui a été animée par les membres de la Cour. Finalement, je me suis dit quelque chose. À quoi ça sert cette Cour de compte? Parce que normalement, c'est un instrument très important dans une démocratie. N'est-ce pas? C'est une institution constitutionnelle. C'est elle qui est chargée de contrôler la gestion des finances publiques. Partout où l'État met un franc, c'est à cette Cour-là d'aller vérifier si effectivement la dépense a été bien exécutée. Est-ce que l'argent a été... les procédures, les normes et tout et tout. Est-ce que l'orthodoxie a été respectée? Chaque année, le même rituel est là. La Cour fait le travail. La Cour relève beaucoup de manquements. Mais malheureusement, il n'y a pas de sanctions. Ça fait que les mêmes choses reviennent l'année d'après. Finalement, ça sert. Mais à votre avis, est-ce que c'est à quel niveau? Non, mais non. On doit pouvoir. S'il n'y a pas de sanctions, est-ce que c'est au niveau de la Cour ou au niveau de la gouvernance? Non, le problème, c'est que quand on met, parce que souvent, c'est ça les insuffisances aussi, quand on met les institutions. Quand on doit pouvoir donner la capacité à cette Cour-là, et je me suis dit peut-être la loi organique n'a pas prévu ça, parce que j'ai entendu un membre de la Cour dire qu'ils ne font que constater, faire le rapport et déposer. Mais il n'y a pas de possibilité de demande de sanction. Mais le problème, en quoi le rapport peut être pédagogique? Le contenu.
ce qui a été dit dans le rapport. Quand il y a des sanctions, c'est quand seulement il y a des sanctions, celui qui commet des impairs, il faut que ça soit pédagogique, il faut qu'il rende gorge. Voilà, sinon je ne vois pas l'utilité de payer des millions. Si on vous à comprend, il y a deux niveaux. Il y a le niveau du contrôle et ça passe à un autre niveau. À un niveau de sanctions. Apparemment, mais s'il n'y a pas de sanctions, celui qui sait qu'il a détourné, par exemple, 100 millions l'année dernière, l'année d'après, il sait, il n'y a rien. Personne n'a cherché à savoir comment l'argent là a été dissipé. Mais l'année d'après, il va dire, bon, mais je vais aller à 200 millions. Ainsi de suite. Parce que tout simplement, on va constater des malversations, on va les relever, mais il n'y a pas de poursuite. S'il y avait poursuite, et j'ai fait le parallèle avec un peu aussi la Halcia. À quoi ça sert de mettre en place des institutions qui font un travail important, mais qui, en fin de compte, le travail qu'il faut, le travail n'a pas d'effet. Bien. Parce que la pédagogie, c'est quoi? La pédagogie, c'est quand quelqu'un qui commet, on te sanctionne. Ce n'est pas, bon, on va te dire, ah, un tel, tu as mal agi, tu n'as pas bien fait ton travail là, et on te laisse en place. Ça ne change pas les choses. Et surtout que c'est rendu public. C'est rendu public. Les populations, les citoyens savent que telle ou telle personne. Les comptes, les machins, tout ça, mais personne ne cherche à sanctionner. Qui sont les responsables pour pouvoir dire non, il faut que ça change. C'est l'argent public, hein. Ça appartient à tout le monde. Non, il faut arrêter ça. Il faut donner à ces institutions-là un certain pouvoir de coercition. Si on ne fait pas... Elhadj Suleiman, est-ce que c'est une question que vous posez aussi après, d'accord, on a un rapport qui est assez, en tout cas, costaud, consistant en termes de... Oui, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. D'anomalie, comme elle l'a dit. Justement, parce qu'en réalité, je pense est-ce que la suite, effectivement, comme le dit Hussein Issa, est-ce que finalement, de par le passé, les révélations de la Cour des comptes ont donné lieu à des poursuites, ont permis à l'État de rentrer dans ses droits? Vous savez, les crimes économiques, à un certain niveau, il n'y a pas de prescription. Et moi, je considère que si les nouvelles autorités, en tout cas, si on s'en tient au discours du président de la République, lorsqu'il parle de tolérance zéro à la corruption et à l'impunité, je pense que véritablement, pour faire vraiment sérieux, on ne peut pas laisser impuni. Parce que quand vous lisez vraiment entre les lignes, dans les détails, vraiment le rapport de la Cour des comptes, il y a des comptes à régler. Il y a, je veux dire, des comptes à rendre. Ouais, bien sûr. Il y a des comptes à rendre. Cela veut dire que véritablement, pour convaincre les citoyens que ce n'est pas vraiment la Cour fait un travail, en tout cas, je ne dirais pas inutile, mais en tout cas, qu'il y ait des sanctions. Non, quand je dis qu'il n'y a pas de pression par rapport en tout cas, à certains crimes, on pense que tôt ou tard, on peut effectivement. Alors pour vous, même si aujourd'hui des sanctions ne tombent pas, c'est que c'est des documents qui restent, c'est des traces qui restent et qui peuvent à tout moment être. Toutes les gestions, bien avant la gestion de Issoufou, que ce soit la gestion de feu présentant Salou Joubo, aujourd'hui, si on veut effectivement le régime qui voudrait bien appliquer les lois, en tout cas, les crimes économiques. En tout cas, on peut toujours demander aux gens des comptes à rendre. Sur la base de ces documents. Ça veut dire que tout simplement, on a besoin de la volonté politique parce que la lutte contre la corruption et l'impunité, ça ne peut pas se faire sans volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi en fait un des problèmes, en tout cas, qui aggrave la situation, c'est la façon de faire de la politique, notamment des alliances politiques. On ne veut pas faire mal à un allié. Absolument, c'est une réalité. Donc, par conséquent, comme l'a dit le président, que votre parti politique, votre communauté, elle a dit entre guillemets, ne vous soit d'aucun secours. Quand tu fais ta faute, tu détournes l'argent public, la personne doit répondre individuellement. On te sanctionne, on t'emprisonne. Ça, je pense que c'est cela arrêté. C'est ça le style Kounti en réalité. C'est pas autre chose. Kounti, quel que soit qui tu sois, tu détournes les biens publics, mais on te prend. À un moment donné, le président Issoufou avait fait aussi ses déclarations. Mais je me rends compte que le président Issoufou, il a dit un des ratés en tout cas de sa gouvernance, c'est qu'il n'a pas pu, en tout cas, répondre aux attentes des Nigériens par rapport à la question de la corruption et de l'impunité.
Est-ce que vous pensez que c'est la question des alliés revenait aussi? Non, la question est exactement ça, que lui, il a tout simplement les circonstances de la stabilité et autre chose, l'ont amené à sacrifier ces aspects. Et à changer de direction. Je pense que son successeur est tenu en tout cas véritablement à inverser la tendance, ou bien en tout cas la situation va encore s'aggraver davantage. Arimi Abba, alors est-ce que finalement les résultats des enquêtes et du travail qui est effectué par la Cour des comptes doit juste être publié et en rester là? Bon, ça c'est ça qui est leur responsabilité. Ils ont été clairs au cours d'une conférence de presse qu'ils ont organisée il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Ils ont dit que leur rôle, ce n'est pas de poursuivre quelqu'un, n'est-ce pas? Ils peuvent faire la conciliation pendant qu'ils font les constats et tout, mais c'est de tout documenter, n'est-ce pas? De rédiger leur rapport en bonne et due forme et mettre ça à la disposition du gouvernement, mais aussi des citoyens. Maintenant, s'il y a poursuite à faire, ça relève de la compétence du procureur, n'est-ce pas, qui peut normalement s'en saisir, parce que ça relève d'une institution, ça relève et autorisé. Et donc, mais ça, nous n'avons pas connaissance que quelqu'un qui a été dénoncé dans le cadre de ce rapport-là a été inquiété une fois. Par contre, il y a un certain nombre de choses, c'est des principes qu'ils considèrent et qu'ils relèvent des choses à reprocher à une gestion. Par exemple, la question de carburant, c'est accordé à beaucoup de responsables, directeurs adjoints, des trucs comme ça. Mais c'est difficile de contrôler ce carburant tant qu'il n'y a pas de véhicule qui les consomment. Parce qu'on donne aux gens du carburant, par exemple. Mais ces gens n'ont pas de voiture. En fait, mis à leur disposition par le pouvoir. S'il y en a, on peut tenir une fiche de consommation de ce carburant. Mais ce n'est jamais le cas. Donc, j'utilise le carburant dans ma voiture personnelle. On ne peut pas m'empêcher d'amener mes enfants à l'école ou de faire des courses au marché ou aller au Foendi à madame. Donc, c'est aussi ça, un peu le problème qui se pose, le paradoxe qui se pose. Les conditions d'une bonne gestion transparente ne sont pas créées. Ça aussi qu'il faut dire. Donc il y a des circonstances qui font que les gens peuvent exagérer. Alors, quelqu'un qui a 500 000 francs de carburant par mois, si c'est dans sa poche, sincèrement, il ne va pas dépasser les 100 000. Donc c'est aussi ça. Bien, nous passons au dernier sujet de cette émission. Nous n'avons pas assez de temps. Et donc, je le disais, à l'instar des autres pays, le Niger a entamé la première phase de la vaccination contre Covid-19. Il vous souviendra, il y a quelques semaines à Niamey. Donc, cette phase, en tout cas, cette première phase, se poursuit à l'intérieur du pays. Le Niger a d'ailleurs reçu cette semaine 355 000 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX. Voilà. Alors, Hussein Issa, quelle lecture vous faites de l'évolution de la vaccination au Niger? Et est-ce qu'on a l'impression que tout marche bien ou il y a des résistances? Mais du point de vue de l'attente des citoyens, les gens, ils veulent se faire vacciner. Maintenant, on sait déjà dans un premier temps quelle catégorie de personnes sont concernées par la première phase. Dans un premier temps, ce n'est pas une vaccination généralisée. C'est des acteurs bien précis, le domaine de la santé, je crois un peu aussi l'éducation. Je crois les personnes âgées. Les personnes âgées, tout ça, les forces de défense et de sécurité. L'autre aspect que je constate, c'est qu'on attend plus de dons en vaccin que nous-mêmes. Mais on sait quand même qu'à un moment donné, le président Issoufou Mahamadou avait déboursé une somme, en tout cas 70 milliards pour acheter. Annoncé par le Niger. On a annoncé l'argent, mais est-ce qu'on a acheté? Parce que jusqu'ici, je crois qu'on n'a pas encore reçu, la commande n'est pas encore venue. On a reçu plutôt de la Chine, du don chinois, le Sinopharm. Voilà. L'Inde a annoncé. À partir de cet instant, je peux considérer que c'est lent. C'est lent. Heureusement que, à cause du soleil, c'est ce que les gens disent. Ce n'est pas aussi foudroyant comme ce qu'on voit un peu en Occident. Certainement, c'est lié à des facteurs climatiques qui fait que, on dit la pandémie est là, mais
Alors, on dit cette année, c'est que les pèlerins doivent se faire vacciner. C'est la condition posée par les Saoudiens pour pouvoir voyager. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir un impact sur le nombre mais bien sûr, inévitablement, ça va avoir ça va avoir un impact sur le nombre de pèlerins. D'abord, nous avons tout au plus, par an, en bon an, mal an, nous avons 11-12 000 pèlerins, parmi lesquels peut-être il y a 9 000 ou 8 000 qui arrivent à embarquer. Ce n'est pas les pays où il y a peut-être 25 000, 30 000, 40 000 pèlerins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'imposition du vaccin, en tout cas la vaccination, il est très difficile à ce que les postulants puissent aller. Parce que ça, c'est juste la Oumara, je crois. Ce n'est pas le pèlerinage en tant que tel. C'est dans le cadre de ce mois-ci, le mois béni, que les gens vont. Mais donc déjà, c'est prévu pour les deux. Ok, mais je veux dire que bon, ça va être compliqué, ça ne va pas être facile. Il y aura des désistants, des personnes mais ils sont obligés. C'est pas qu'ils seront obligés d'abandonner parce que c'est pas évident. La vaccination, semble-t-il aujourd'hui, ils ont commencé à vacciner à l'intérieur du pays. Mais bon, ça va prendre fin quand. Et même quand vous finissez, venir faire les formalités de départ et tout, c'est pas tellement évident. Elhadj Suleiman Mamadou, un mot par rapport à cette question de la vaccination de Covid-19 pour la population nigérienne et aussi cette conditionnalité, cette condition posée par les autorités saoudiennes pour les pèlerins. Par rapport au vaccin, moi en tout cas, c'est qu'à partir de mes lectures, je constate que la forme de vaccin AstraZeneca pose quelques problèmes, quelques doutes au niveau de la communauté internationale. Par exemple, les pays comme la France, l'Autriche, en tout cas, on dû prendre des mesures. À un moment donné, il y en a qui ont suspendu le temps de voir clair. Donc, et je crois que c'est réparti. Je sais que nos médecins, en tout cas, suivent ce débat de très près. Mais je pense que lorsqu'il y a des doutes, faisons attention parce que après coup, parce que j'ai comme l'impression en ce moment, en tout cas, les gens vont servir de cobayes. C'est-à-dire que le problème des vaccins, donc il va falloir tenir compte d'être, en tout cas, prendre toutes les précautions lorsque de l'autre. Est-ce qu'il faut prendre aussi tous les cadeaux ben justement, il faut aussi. Ceux qui viennent d'ailleurs. Bon, j'ai vu quand même une des explications, c'est de dire que non. En réalité, la forme dont on parle, en tout cas, ça a jusqu'à 3,8% de succès. Et il y a l'autre forme, je crois, Moderna, qui a presque la même. Et là, Suleiman, nous sommes pratiquement à la fin par rapport à la question des pèlerins. Par rapport au Hajj, vous avez pratiquement l'an dernier, c'est 1 000 à 10 000 qui étaient autorisés à faire le Hajj. Et quand vous regardez de 2015 à 2019, en 2019, il y a plus de 2 millions de gens qui ont fait le Hajj. Donc, en réalité, le royaume a tenu compte de la volonté, parce que c'est quand même un rite très important. Absolument très important. En islam, c'est un pilier de l'islam. Les gens donc veulent en tout cas aller faire le Hajj. Alors donc, on pense que si on fait le vaccin, c'est en tout cas une garantie pour que les personnes qui vont se retrouver là-bas absolument aggraver la situation au niveau du royaume, mais aussi pour les autres pays. Pour tout le monde et quitte quoi. Donc je pense que c'est une très bonne décision et ça va effectivement permettre vraiment en tout cas de vacciner beaucoup de gens. Parce qu'il faut le dire, en tout cas, la résistance à cette question des vaccins, c'est pourquoi il faut beaucoup communiquer. Il faut communiquer parce que lorsque on dit ça, parce que c'est quoi en fait au niveau de l'opinion le danger. Lorsqu'on communique pour dire qu'un vaccin n'est pas accepté ailleurs, c'est comme si maintenant au niveau donc on prépare les gens à ne pas accepter. Absolument. Arimaba, nous terminons avec vous. Oui, d'accord. Quand ça a commencé, le deuxième jour, avec un ami, je me suis rendu à un point où la vaccination avec le truc chinois, le vaccin chinois, avait lieu. Malheureusement, on ne m'a pas permis de me vacciner. Et moi et mon ami nous ont trouvés jeunes pour la catégorie retenue. Je leur ai même dit d'ailleurs en blaguant, j'ai dit mais j'ai vu les enseignants-chercheurs vous les vacciner. Je ne suis pas enseignant-chercheur mais c'est nos promotionnaires là qui sont enseignants-chercheurs actuellement. Ils disent non, eux ils rencontrent les enfants, les élèves, les étudiants. Mais j'ai dit, moi aussi, je suis journaliste, je suis tout le temps parmi les gens à chercher de l'information. Malheureusement, ils n'ont pas accepté de me vacciner. Mais là, j'apprends qu'ils ont amené AstraZeneca.
L'OMS, les institutions internationales disent que c'est un vaccin sûr. Qui permet un accès à tous les Ils disent que c'est un vaccin sûr, mais moi, je n'accepterai pas, par exemple, de me faire vacciner sincèrement par AstraZeneca. Parce que ce matin, déjà, il y a des pays qui je crois que par rapport au doute, quand même, par rapport au doute, je crois que par la suite, il y a eu des annonces pour dire que maintenant, que ça va. Non. Ce matin, déjà, il y a un pays encore européen qui s'est retiré, qui a retiré carrément du circuit ce vaccin. L'Afrique du Sud aussi a arrêté. Et donc, moi, je pense que même si c'est cadeau qu'on nous donne, il ne faut pas nous vacciner avec des cadeaux empoisonnés. Merci à vous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes pour le Forum de la presse. Je rappelle que nous étions en compagnie de Arimi Abba, qui arrive, journaliste à la radio alternative, Elhaj Mahmoud Suleiman, journaliste au journal en ligne Niger Inter, et Hussein Issa, journaliste indépendant. Je suis Alassane Kouzi Mahmoudou pour la présentation de ce Forum de la presse. Le volet technique a été assuré par Issa Lawali, la réalisation vidéo a été assurée par Ayouba. Bonsoir.